Avec la réforme du lycée, l'évaluation en physique-chimie prend sa place centrale. Elle influence l'obtention du baccalauréat et également façonne le dossier Parcoursup des élèves. Comment les pratiques évoluent-elles pour concilier à la fois certification, orientation, mais également accompagnement des apprentissages? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle causerie de la collection Pédagogie. Cette causerie est organisée en partenariat avec l'Académie de la Réunion et elle entame la nouvelle série qui s'intitule La pédagogie au lycée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Cécile Bruyère, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Cécile, bonjour. Bonjour Adeline. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous préciser pour quel ministère vous travaillez ? Oui, bien sûr. Donc, je travaille pour le ministère de l'Éducation nationale, pour celui de la recherche, du supérieur et de la recherche, mais aussi pour le ministère des Sports, de la jeunesse et de la vie associative. Et donc justement, au sein de ces ministères, les réformes éducatives jouent un rôle clé. L'une des plus marquantes ces dernières années a été la réforme du lycée général et technologique. Elle a profondément transformé les parcours des élèves et les pratiques pédagogiques. Et quel en a été du coup l'objectif ou les objectifs principaux ? Alors effectivement, la réforme du lycée général et technologique de 2018 a en fait un double enjeu. C'était l'organisation, elle est double cette réforme. Il y a eu l'organisation des enseignements du lycée et il y a aussi la réforme du baccalauréat. En fait, on a placé la construction du parcours d'orientation de l'élève au centre en fait de cette réforme du lycée, afin que l'élève soit plus apte à réussir dans le supérieur. Et en fait, on a priorisé dans la formation de l'élève aussi le travail sur l'orientation pour qu'il puisse faire des choix au moment clé en fait de son parcours. Donc un double enjeu pour cette réforme, à la fois pour un enjeu pour le baccalauréat et un enjeu aussi dans le parcours d'orientation, dossier Parcoursup. En quoi l'évaluation en contrôle continu en physique-chimie dans le cycle terminal va impacter ces deux aspects ? Alors, elle va impacter deux fois, c'est-à-dire qu'en fait, le contrôle continu, déjà lors de la réforme du lycée général et technologique et du baccalauréat, le contrôle continu compte pour 40% de la note certificative du baccalauréat. Donc, ça veut dire qu'en fait, les enseignants sont obligés, lorsqu'ils font des évaluations, de tenir compte du fait que cette note va compter pour les épreuves certificatives. Et ça amène un peu de stress chez nos étudiants et chez nos parents et chez nos professeurs de l'importance de chaque note. Et la deuxième chose aussi sur laquelle va compter le contrôle continu, c'est sur les dossiers Parcoursup. Les épreuves de bac ayant été déplacées de mars à juin, font que, en fait, sur le dossier Parcoursup, les notes de contrôle continu vont être priorisées. Ça aussi, ça apporte un peu de stress pour les élèves, pour les familles et pour les professeurs. Et finalement, quand même, ce double enjeu, de manière générale, comment il a été perçu au niveau des différents acteurs du lycée ? Alors, c'est vrai qu'il a été perçu par tous les acteurs, c'est-à-dire par les enseignants, les élèves et les professeurs. En fait, et les parents. Tous, en fait, ont compris l'importance de ces notes de contrôle continu. Donc, il y a eu quand même un stress qui est né de tout ça, parfois avec des retours des parents ou des élèves vers les enseignants un petit peu compliqués à gérer. Mais ça s'est fait finalement avec le temps. Ces retours un peu parfois difficiles se sont estompés et maintenant il y a un bon équilibre qui a été trouvé entre tous les acteurs. Du coup, ce contrôle continu a une grande place peut-être dans le choix des spécialités des élèves, ou alors finalement ça n'impacte que peu ?
Alors, on peut dire qu'au début, on pensait que ça allait impacter, mais on a fait une étude dans le groupe physique-chimie de l'inspection générale. On a questionné un peu les élèves avec le choix de la spécialité physique-chimie et on a remarqué que l'impact était assez limité, finalement. En fait, les élèves choisissent la spécialité physique-chimie sans vraiment tenir compte des notes, mais plus pour le goût de la discipline et parce qu'ils estiment que ça va être utile pour leur parcours. Donc c'est quand même les 2 critères prioritaires dans le choix de la spécialité. Néanmoins, les élèves qui ont un peu moins, qui se projettent moins dans leur parcours, qui ont moins d'objectifs de parcours, pour eux, effectivement, la note va compter. La note du contrôle continu va compter. Et quand on arrive en première et qu'il faut abandonner une spécialité, ben c'est vrai que la note compte pour ces élèves-là. Et il y a deux possibilités, en fait. Les élèves, il y a deux choix possibles. Soit, en fait, les élèves gardent la note la meilleure pour que ça compte pour leur baccalauréat. De façon stratégique. Voilà, de façon stratégique. Soit ils ne la gardent pas parce qu'ils estiment qu'ils vont, pour eux, c'est important que la terminale va augmenter cette note. Donc voilà, donc on a un peu des stratégies de garder ou pas. Mais sinon, effectivement, l'impact sur le choix, pour tous les élèves qui sont déjà bien conscients et qui ont un parcours déjà bien situé, finalement, ça ne compte pas trop. D'accord. Alors du coup, cette place prépondérante prise par le contrôle continu, puis aussi le contrôle terminal qui est le baccalauréat, est-ce que ça laisse la place finalement à la dimension formative des évaluations ? C'est vrai que la dimension formative peut être oubliée. Il faut quand même bien comprendre que la dimension certificative est bien comprise par les enseignants. C'est-à-dire que les enseignants ont bien compris son enjeu certificatif pour le bac et sur l'orientation. Donc ça marche. Et le contrôle continu, la moyenne du contrôle continu est sérieuse et robuste en fait. Les enseignants, les parents ont confiance en cette note maintenant. C'est quelque chose qui est assez bien mené. En revanche, voilà, on remarque peut-être qu'il y a un manque de renforcement de l'évaluation formative chez les élèves. Cette évaluation, pourtant, elle est importante, parce que c'est important. C'est important d'accompagner les apprentissages des élèves et de valoriser leur progrès. Et cet accompagnement pour faire des évaluations formatives est nécessaire parce qu'elle est moins maîtrisée par les enseignants. Ouais, si on rappelle un petit peu, les évaluations formatives sont des évaluations qui n'entrent pas forcément en ligne de compte dans les moyennes des élèves, mais par contre qui ont pour objectif d'accompagner l'apprentissage et le progrès des élèves ici au lycée, et aussi ça touche aussi leur motivation finalement. Exact. Alors, vous parlez des évaluations donc qui sont... Elles sont sous quelle forme, ces évaluations de contrôle continu ? Est-ce qu'on est sur du traditionnel ? Qu'est-ce qu'on a exactement ? Alors, on est plutôt sur des évaluations classiques, un peu à l'ancienne, c'est-à-dire on appelle ça plutôt les évaluations sommatives de fin de chapitre. On a plutôt des devoirs surveillés, des contrôles et des interrogations de cours. Voilà. Et on aimerait bien plutôt développer des interrogations qui sont parfois pas notées. Des évaluations qui peuvent être plutôt moins contextualisées, moins difficiles à lire, à s'approprier par l'élève, mais qui se concentrent sur les fondamentaux et la bonne compréhension. C'est vrai qu'elle est plutôt sous forme de devoir surveiller. Est-ce qu'il n'y a pas aussi normalement un autre genre d'évaluation lorsqu'on parle des activités expérimentales des élèves ? C'est vrai. Alors, je n'ai pas parlé de cette forme d'évaluation qui existe clairement chez nos enseignants, qui s'appuie beaucoup sur les ECE, parce que du coup, les ECE ont apporté une évaluation différente des activités expérimentales grâce aux compétences de la démarche scientifique. Alors, les ECE, est-ce que vous pouvez nous rappeler les épreuves de certification des activités expérimentales. D'accord. Et donc, ces épreuves sont évaluées par compétences. Et du coup, ça a appris aux enseignants d'évaluer leurs propres activités expérimentales sous forme en compétences. Donc, ils l'appliquent
c'est vrai. Et ce qu'on peut un peu regretter, c'est que c'est uniquement les épreuves, les activités expérimentales qui sont évaluées par compétences. Souvent, c'est quand même le compte-rendu, donc on néglige peut-être un peu trop les évaluations de l'oral et du geste expérimental. Et ce qu'on a aussi remarqué, c'est que les ECE comptent pour 20% de la note du bac. Et rarement pendant l'année scolaire, dans le contrôle continu, les activités expérimentales comptent pour 20%. On aimerait que ça s'améliore. Parce que ça évalue quand même d'autres compétences chez nos élèves. Donc c'est important aussi de valoriser ces compétences. Alors d'après ce que l'on vient de dire, où finalement l'évaluation un peu sanctionnante par une note a une place assez importante dans le cycle du lycée, quels conseils vous donneriez aux enseignants pour qu'ils puissent un petit peu mieux accompagner les élèves à travers des processus d'évaluation qui pourraient être un petit peu différents, et en particulier en physique-chimie? D'abord, effectivement, de plus faire d'interrogations formatives, même pas notées. Voilà, de développer ça. Donc ça, je pense que c'est un conseil qu'on peut leur dire. Hein. Donc, on peut aussi peut-être leur dire de développer l'évaluation, je dirais, informelle pendant la classe et de prendre conscience que cette évaluation en est une, en fait. D'accord. Donc il y a un questionnement tout de même à avoir par rapport au fait de faire des retours réguliers aux élèves pour qu'ils puissent prendre conscience de leurs apprentissages et aussi de leurs progrès, ce qui touche à nouveau finalement à la motivation qui serait propre à l'élève. Mais même avant de rentrer dans une évaluation de type formatif et de toucher à de nouvelles notions, l'enseignant a souvent besoin de connaître quand même les prérequis de l'étudiant, de l'élève et de l'étudiant finalement. C'est vrai, tout à fait, vous avez raison. Et souvent, on conseille de faire des évaluations, on appelle ça diagnostic, c'est-à-dire en amont. Il est important aussi de savoir où en est l'élève. Qu'est-ce qu'il maîtrise, qu'est-ce qu'il maîtrise moins, pour du coup approfondir un peu son propre enseignement et pouvoir développer une différenciation pédagogique pendant son cours. Ça, c'est vrai qu'on le conseille également au niveau du lycée. Au niveau des élèves aussi, ces évaluations diagnostiques, elles ont un intérêt. Tout à fait, elles ont un intérêt parce qu'eux peuvent aussi se situer par rapport à leurs apprentissages. Et ça leur permet, s'il y a une bonne remédiation après, donc il faut effectivement qu'il y ait, comme vous avez dit tout à l'heure, un feedback, pouvoir comprendre d'où vient leur problème, s'ils en ont un, et pouvoir le corriger ou l'améliorer. Et donc ça, c'est des pratiques qui ne sont pas encore suffisamment développées, vous pensez, au niveau du lycée? Les évaluations diagnostiques ne sont pas comptées comme des évaluations finalement. Elles sont pas vues. C'est-à-dire qu'elles sont pas formalisées. Et ça, je pense que c'est indispensable. Il y a néanmoins en début de seconde les évaluations nationales, les tests de positionnement des élèves de seconde, qui sont des tests sur lesquels on pourrait s'appuyer exactement pour faire ce diagnostic. Et ça, je pense qu'il faut aussi que ça soit un peu développé. Ce n'est pas toujours maîtrisé par les enseignants et utilisé en tant que tel. Alors, on parle, du coup, on est un petit peu en train de parler de la discipline, mais on a aussi l'intérêt d'évaluer l'autonomie, la prise d'initiative, la capacité à l'oral de l'étudiant ou de l'élève et sa capacité à travailler en groupe. Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre au lycée et est-ce que finalement c'est quelque chose de prioritaire aux yeux des enseignants? Alors ça, il est clair que pour les enseignants, évaluer ces compétences transversales, c'est un peu compliqué. Et ce n'est pas toujours mis en œuvre par les enseignants. D'abord, il y a tout ce qui est questions ouvertes, questions peut-être un peu plus complexes. On appelle ça les résolutions de problèmes. Donc les exercices sous forme de résolution de problèmes, c'est des exercices qui permettent de travailler d'autres compétences chez les jeunes. Et on a remarqué qu'il y en avait de moins en moins. Donc ça, je pense qu'il faudrait un peu relancer
ces exercices, je dirais, plus complexes, mais qui, en étant accompagnés, permettent aussi aux élèves de raisonner et d'appliquer finalement la démarche scientifique. Donc ça, c'est le premier travail qu'on aurait à faire, avec un accompagnement des inspecteurs pédagogiques de physique-chimie qui sont sur le terrain. Le deuxième qui est important comme compétence transversale, c'est l'oral. Donc on a fait un gros effort et des gros progrès sur le travail de l'oral grâce à la présence du grand oral au niveau du baccalauréat. Et c'est vrai que voilà, ça, on y a mis tout notre cœur pour que ça fonctionne. On a remarqué néanmoins que le grand oral est préparé, évidemment, mais en revanche, le travail de l'oral n'est pas assez explicite et n'est pas assez mis en place. Le travail de l'oral pourrait être plus mis en place au quotidien dans la vie de l'élève. Surtout qu'on a quelques exemples de grilles qui permettent d'accompagner. Exactement. Justement. Ouais. Il y a des exemples de grilles, on peut les évaluer par compétences pour le coup. Et puis, on peut le faire nous en activité expérimentale par exemple, un compte rendu oral. Et on a remarqué qu'il y a effectivement des élèves qui sont bons à l'oral, moins à l'écrit. Et pour le coup, dans la vraie vie, l'oral est quand même une compétence primordiale pour travailler et rechercher. Donc, pourquoi pas la développer un peu plus. Il y a aussi l'évaluation de groupe. C'est vrai que nous, on est une discipline où les élèves travaillent beaucoup en binôme lors des activités expérimentales. Donc ça, ils travaillent en groupe, au quotidien. Le souci, c'est que les enseignants ont du mal à évaluer un élève individuellement dans un groupe. Enfin, ils estiment qu'il y a peut-être un manque d'équité suivant comment fonctionne le groupe. Ça, c'est pareil, il y a des grilles collaboratives. Aux Olympiades de chimie, par exemple, on a une évaluation collaborative qui est évaluée et le travail de groupe y est évalué. Donc, on a mais ce n'est pas facile pour les enseignants à mettre en œuvre au quotidien. Ils ont besoin peut-être d'être accompagnés voilà, aussi. Je pense que là, pareil, il faudrait être accompagné, il faudrait peut-être voir des expériences qui fonctionnent et voir qu'on peut le mettre en place dans son propre cours sans non plus perdre trop de temps parce qu'ils ont des programmes quand même à faire. Oui. Et la dernière évaluation qui est importante aujourd'hui, qui a été vraiment plébiscitée par les chercheurs en disant que cette évaluation est très utile, c'est l'évaluation des portées. Donc cette évaluation des portées, pour le coup, elle n'est pas encore mise en œuvre, même si le CNESCO a beaucoup sollicité cette évaluation. C'est une évaluation dans laquelle l'élève est acteur, en fait. Acteur de son évaluation. Et donc de son apprentissage. De son apprentissage. C'est tout à fait ça. Et donc, c'est l'auto-évaluation, l'évaluation par les pairs, la co-évaluation. Voilà, tout ça. Alors là, pour le coup, il y a aussi un besoin d'accompagnement de la part des inspecteurs pédagogiques pour la mettre en place. Donc, on parle du coup ici des compétences plutôt transversales, et il y en a une en particulier qui dans les domaines scientifiques est importante et qui revient très souvent, c'est la pensée critique ou l'esprit critique. Et donc quelle place est réservée à cette compétence dans l'évaluation en physique-chimie en première et terminale? Alors, c'est un vrai sujet aujourd'hui dans toute l'institution, dans toutes les disciplines. Le développement de l'esprit critique des élèves est primordial pour fonctionner pour vivre dans notre monde. Donc ça, on le travaille beaucoup à l'inspection générale et en sciences, c'est important aujourd'hui pour comprendre comment le monde fonctionne. Alors nous, en physique-chimie, dans nos programmes, on a introduit pas mal aussi on demande aux enseignants d'introduire des ordres de grandeur. Voilà, que les élèves connaissent des ordres de grandeur de certaines mesures, de certaines grandeurs, pour pouvoir comparer en fait avec le résultat de leurs mesures ou avec le résultat de leurs calculs et d'avoir déjà un esprit un peu de comparaison de ces deux choses. Donc ça, c'est prendre du recul et savoir un peu quand on n'est vraiment pas du tout dans le... La deuxième chose qu'on a introduit d'une manière un peu plus, je dirais, correcte, un peu plus expérimentale, justement pour
pour développer cet esprit critique, c'est les incertitudes de mesure. Et ça, c'est vrai qu'on l'a introduit d'une manière un peu plus authentique pour qu'ils comprennent bien, les élèves, que quand on a une mesure, elle est comme elle est. Elle n'est pas juste vraie, fausse, elle est là. Et après, l'idée, c'est de la critiquer. Et pour la critiquer, il faut qu'on ait son incertitude de mesure. Et donc, du coup, on essaye même dès le lycée de faire comprendre ce que c'est que la dispersion de valeurs. Et on compare les résultats qu'ils obtiennent avec une valeur référence qu'on a trouvée. Et on le compare en nombre d'incertitudes. Donc, cette place de l'esprit critique est bien importante au lycée. À votre avis, comment les enseignants peuvent vraiment accompagner les élèves lorsqu'ils sont face à des évaluations Est-ce qu'il y a des temps particuliers importants Oui, c'est vrai qu'il y a 3 temps, je dirais, lors d'une évaluation. Alors, on parle d'une évaluation, n'importe quelle évaluation d'ailleurs, mais disons qu'on parle d'une évaluation notée. Il y a 3 temps importants qui ne sont pas toujours mis en place. Il y a le avant l'évaluation, c'est-à-dire la préparation de l'évaluation, et le fait que les consignes d'évaluation soient explicites. Donc, expliquer sur quoi l'élève va devoir travailler et pas uniquement donner un titre de chapitre à l'évaluation. Le avant est très important pour que l'élève réussisse qui stresse moins. Oui. Donc c'est important finalement d'expliciter les objectifs d'apprentissage des chapitres et non pas simplement dire c'est telle notion, telle notion, telle notion. Quoi en faire et à quel niveau ils doivent avoir ces savoirs et savoir-faire. Est-ce qu'on leur demande simplement de mémoriser ou de lister des notions ou d'aller jusqu'à l'analyse. Et donc les élèves ont besoin de savoir où l'on va placer le curseur lors de l'évaluation. Et les informer de cela, ça leur permet de mieux cibler leur révision finalement. Exactement. Et ça leur donne confiance. Oui. Du coup, ils ont plus confiance et du coup, on réussit mieux quand on est moins stressé. Après, il y a le pendant. Pendant l'évaluation, on peut aussi faire de la différenciation pédagogique pendant une évaluation. Certains enseignants, par exemple, laissent le cours à certaines évaluations, cours disponibles, ou d'autres donnent des coups de pouce, ou d'autres passent dans les rangs et donne un petit coup de pouce comme ça à un élève qu'il voit en difficulté, plutôt que de le laisser se tromper, ne pas avancer et ne rien faire. Donc on peut aussi différencier. Je conseille même aux enseignants de faire, c'est possible, des interrogations qui sont différentes, qui sont différenciées dès le début. À la base, les 2 copies ne seront pas les mêmes, parce qu'ils ont identifié des élèves qui ont telle difficulté que du coup, ils peuvent adapter un peu leur... Ça, c'est le pendant. Voilà, Puis il y a le après. Alors le après, c'est vrai que aujourd'hui, on n'est pas très très bon dans la restitution. Et là, je pense qu'il y a un gros travail qui est fait. Souvent, les élèves, finalement, ils ont leurs notes sur le NT. Donc, c'est pas très, très bien quand même comme retour. Alors, ils ont leurs notes, ils savent s'ils ont réussi, raté. Enfin, ils ne savent pas quoi retravailler et comment remédier à ça. Donc, il y a le corrigé qui est donné souvent, mais voilà. Comment se positionner sur le corrigé ? Non, ça, c'est compliqué. Donc, il y a un gros travail, je pense, de remédiation à faire après, d'explicitation des erreurs qu'ont fait les élèves et d'échange avec les élèves. Et ça, il faut que ça soit constructif, pour que ça soit utile pour les élèves, pour qu'ils fassent mieux la fois d'après. Oui, donc on en revient en fait à une réflexion qui doit être approfondie sur le type de feedback que l'on va donner aux élèves, à quel moment on va leur donner et quels moyens on va leur mettre à disposition pour qu'ils puissent s'en emparer aussi. Parce que parfois, devant un feedback, ils ne savent pas quoi faire. Donc les accompagner aussi à en faire quelque chose. Exactement. On a un autre point clé de l'évaluation, c'est le défi qu'elle soit le plus juste possible. Donc, étant donné l'importance des contrôles continus, par exemple, dans le calcul de la moyenne du baccalauréat, est-ce qu'on peut se demander comment vous pilotez les pratiques d'évaluation pour justement qu'elles respectent cette équité qu'on aimerait irréprochable ?
Ça, c'est sûr, hein, avec le contrôle continu maintenant. Et puis, Parcoursup, il y a à la fois l'orientation et l'examen final. Alors, du coup, il faut qu'elle soit équitable. Et on y travaille. Il faut qu'elle soit équitable à la fois sur le plan pédagogique, hein, c'est-à-dire le choix des évaluations et puis le rythme des évaluations. Et puis, il faut qu'elle soit aussi équitable pour l'élaboration des moyennes. Quand on élabore les moyennes, comment on calcule sa moyenne? On tient compte de l'activité expérimentale, moins, plus, l'oral, etc. La prise en compte de chaque note. Comment on gère les absences? Alors ça, les enseignants s'en sont emparés, hein, évidemment. Pour ça, il y a deux choses qui ont été mises en place. Il y a le projet d'évaluation des établissements, qui est un outil national de cadrage du contrôle continu. Donc on a demandé à chaque établissement d'établir, et c'est une grande avancée. Parce que du coup, les enseignants ont été obligés de se mettre autour d'une table et de définir ensemble dans un établissement quoi évaluer et comment évaluer. Mmh. Donc ça, c'était déjà très important. Et normalement, ces projets d'évaluation sont évolutifs dans le temps et on doit le retravailler en fonction de ça. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui, normalement, faisait progresser l'équité. Premier cadrage. Voilà. Et puis après, il y a des dispositifs d'harmonisation entre les établissements. Alors pour l'instant, on se fixe surtout sur les notes du bac. Mais n'empêche que chaque établissement a un retour de la part des inspecteurs pédagogiques ou des inspecteurs d'académie, un retour de la position de leur établissement par rapport à d'autres établissements de l'académie qui seraient sur le même niveau de population. Et donc, ils peuvent quand même se comparer aussi par rapport à ça. Donc, est-ce qu'on compare le contrôle continu? Ils comparent surtout les épreuves du bac, le contrôle continu. C'est plus... on n'a pas vraiment les données nationalement. D'accord. Le bac, c'est sûr qu'on les a. Mais le contrôle continu, c'est dans chaque établissement. Donc là, c'est plus compliqué de comparer les établissements sur le contrôle continu. Mais au niveau des épreuves ponctuelles de fin d'année, là, on peut faire des comparaisons. D'accord. Et du coup, est-ce que... de quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qui est nécessaire pour pouvoir faire une analyse comparée des moyennes de contrôle continu dans un établissement par différents enseignants? Alors ça, c'est un vrai sujet et il faut être assez vigilant sur cette comparaison du contrôle continu parce que finalement, les classes dans les établissements, les groupes de spécialités sont différents, ils sont hétérogènes, c'est pas les mêmes. Et donc, quand on compare le contrôle continu, il faut faire attention à comparer tout et à comparer également les autres facteurs qui peuvent influencer ce contrôle continu. Ce qui est comparable finalement. Exactement. Et donc, on a identifié 2 gros facteurs qui sont importants. Par exemple, pour les élèves qui ont la spécialité physique-chimie, c'est leur 2e spécialité. Ça, c'est très important. Et les résultats varient suivant cette 2e spécialité d'une manière normale. Donc, on ne peut pas comparer 2 groupes qui n'ont pas choisi les mêmes 2e spécialités. Ceux qui ont, on a bien remarqué, ceux qui ont la spécialité maths à côté de physique-chimie seront des groupes où en physique-chimie, les moyennes sont supérieures. Si c'est maths SVT, ils seront inférieurs. Donc voilà, c'est déjà pas comparable comme ça. Donc on ne peut pas comparer 2 profs s'ils n'ont pas les mêmes. Et puis aussi il y a l'option, par exemple, maths experte. Les élèves aussi, qui ont maths, physique-chimie et maths experte, clairement, leur résultat sera meilleur en physique-chimie parce que voilà, ils en ont besoin pour. Donc voilà, donc il faut le faire. Je pense que c'est nécessaire. C'est le chef d'établissement qui est le chef pédagogique des enseignants doit mettre en œuvre mais avec vigilance. Être conscient que le niveau ne peut pas être le même en fonction des spécialités, des combinaisons de spécialités, par exemple. Et est-ce qu'il est pertinent de comparer la note de contrôle continu qui est faite sur l'année avec les épreuves, les notes d'épreuves ponctuelles en fin d'année? Oui, les 2 notes. Souvent, les enseignants, ils ont mis leurs notes pendant l'année et l'idée, c'est de comparer à la note finale. Alors, on peut pareil. Alors, ça revient un petit peu au contrôle continu, à la comparaison du contrôle continu de 2 enseignants de physique-chimie dans le même lycée. C'est un peu pareil, il faut être vigilant. Parce qu'en fait, le contrôle continu d'abord, c'est un contrôle qui est formatif. Alors que l'épreuve ponctuelle de fin d'année, c'est une épreuve certificative. Donc, ce n'est pas les mêmes conditions de passage. Donc, les comparer
Comme ça, si on les compare trop, on risque de ne plus avoir d'évaluation formative lors de l'année scolaire. Donc déjà, il faut faire attention. Et pareil, il faut faire attention aussi, suivant l'IPS des élèves qu'on a dans son établissement, la gestion du contrôle continu peut être différente. On a remarqué qu'effectivement, il n'y a pas de corrélation entre les deux, mais pour une population plutôt défavorisée, les enseignants ont tendance à être plus bienveillants, donc les notes de contrôle continu sont supérieures aux notes des contrôles ponctuels de fin d'année. Et pour des établissements à l'inverse où l'IPS est très favorisé, les enseignants sont plus exigeants et du coup les notes de contrôle continu sont inférieures aux notes de l'année. Donc voilà, pareil, être vigilant surtout. Oui, donc un certain nombre de critères si l'on souhaite comparer les notes de contrôle continu entre elles ou le contrôle continu avec le contrôle terminal. Notre causerie touche à sa fin. Donc, on va conclure sur le fait qu'effectivement, le contrôle continu a pris une place large dans la réforme du lycée. Ça influence à la fois les notes du bac, mais aussi la constitution du dossier Parcoursup, puisque on n'a pas les notes terminales, donc c'est les notes du contrôle continu qui tiennent de preuve. On a montré que la dimension certificative était vraiment reconnue et indéniable de l'évaluation, mais pourtant, il ne faut pas négliger le fait qu'il y a une dimension aussi formative et diagnostique. Et donc, on encourage les enseignants à avoir une réflexion approfondie sur ces deux autres types d'évaluation. Et donc, de se poser la question de la finalité de l'évaluation. Est-ce qu'on évalue l'apprentissage ou est-ce qu'on évalue pour l'apprentissage ? Exact. Merci Cécile pour cet échange riche et merci d'avoir suivi notre causerie. Merci Adeline pour l'invitation et puis pour cet échange intéressant sur l'évaluation. Avec plaisir. Merci.